du rôle et des enjeux des musées régionaux. Nous sommes donc en modalité commodale, c'est-à-dire que nous avons quelques intervenants qui sont, les intervenants sont dans la salle, mais aussi à distance, et vous pouvez donc suivre la table ronde à distance, sachant que voilà, ça peut poser quelques petits problèmes techniques, vous avez vu, vous avez commencé un peu en retard, mais normalement, tout devrait bien fonctionner. Alors, je tiens vraiment à remercier Annalou et Daphné pour toute l'aide qu'elles ont donnée à l'organisation de cette conférence et au suivi technique qu'elles vont assurer pendant ces 2 heures. Et sans tarder, je vais passer la parole à Marie-France Charette, qui va animer cette table ronde. Marie-France Charette, donc directrice générale de la Fédération Histoire Québec. Et c'est vous qui allez nous présenter les 3 intervenants à cette table ronde, Yves Bergeron, Michel Côté et Louis Cyr. Voilà. Alors, merci encore à tous les intervenants d'avoir accepté de participer à nos activités. Et donc, voilà, je vous passe la parole et merci encore. Merci, Julia. Alors, c'est moi qui ai l'honneur de présenter nos 3 invités. Donc, je vais commencer avec Michel Côté, qui a été président de la Société des musées du Québec, président d'ICOM Canada et membre du conseil d'administration de cette institution internationale. Il a été directeur du Musée de la Civilisation, directeur du Muséum de Lyon et concepteur-directeur du Musée des Confluences en France. Il a fait partie de nombreux comités scientifiques pour des institutions françaises et est intervenu dans de nombreux projets à l'étranger. Bonjour, Michel. Faisant partie, Louise est en ligne, Louise fait partie de l'équipe de départ de l'implantation du Musée acadien du Québec à Bonaventure en 1990. Louise Cyr a été tour à tour responsable de l'animation, conservatrice, chargée de projet des expositions pendant 17 ans. Par la suite, elle a été 13 ans à la direction du Musée acadien du Québec. C'est donc avec plus de 30 ans d'expérience au musée qu'elle a développé une expertise sur la présence acadienne au Québec et a contribué à faire connaître celle-ci à travers différentes actions. Depuis l'automne 2020, Louise Cyr occupe le poste d'agente de développement au site historique national de Passepébiac. Elle travaille directement à la mise en valeur de ce patrimoine bâti d'importance pour la Gaspésie. Alors, Louise, est-ce qu'on la voit? Pas. Faudrait qu'elle ouvre la caméra. Oui, il faudrait ouvrir la caméra. Éventuellement, on va la voir. Voilà. Yves Bergeron, qui est professeur au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Il a défendu sa thèse en ethnologie sur le patrimoine à l'Université Laval et l'HDR en histoire et histoire de l'art à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Dominique Poulot. Depuis 2018, il est titulaire de la chaire de recherche UQAM sur la gouvernance des musées et le droit à la culture. Ses travaux portent notamment sur l'histoire des collections et des musées, les tendances sociétales qui transforment le monde muséal et la gouvernance stratégique des institutions muséales. Il a publié de nombreux articles sur le sens des objets phares et l'histoire de la muséologie nord-américaine. Il a dirigé l'Institut du patrimoine de l'UQAM et a participé à la création du réseau patrimoine de l'Université du Québec, le REPUC. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu en contexte ce qui nous a amené aujourd'hui à se réunir autour de la question du rôle et des enjeux des musées régionaux. Donc, le 10 juin 2021, le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonçaient la création des espaces bleus, un réseau constitué de bâtiments patrimoniaux restaurés et de quelques nouveaux bâtiments qui auront pour vocation première de valoriser notre histoire, nos héroïnes et nos héros de tous les horizons et de toutes les époques. C'est tiré du communiqué qui annonçait la création des espaces bleus. Donc, en collaboration avec les institutions muséales régionales, le Musée de la Civilisation sera responsable de la conception, de la production, de la réalisation et de l'installation d'une exposition permanente
et d'expositions itinérantes pour chacun des espaces bleus. Ce parcours mettra en relief le caractère distinctif et le savoir-faire des régions, ainsi que tout ce qui a contribué à rendre les citoyens fiers de leur région. Donc, aujourd'hui, avec nos invités, on va tenter de dresser le portrait de l'offre, mais aussi de la pratique muséale en région et de réfléchir sur l'avènement de ces nouveaux espaces bleus, ce qui nous amène à se pencher sur le rôle et les enjeux des musées régionaux en lien avec leur arrivée. Mais avant de commencer, je voudrais préciser que Mme Anna-Laura Baz, responsable du projet des espaces bleus pour le Musée de la civilisation, a été invitée à venir participer à la discussion d'aujourd'hui. Mais Mme Baz, présentement, elle est en Gaspésie, justement en consultation avec les institutions muséales de cette région. Et on n'a pas réussi à joindre tous les agendas. Donc, mais par contre, l'Institut du patrimoine prépare avec elle une deuxième conférence pour parler plus spécifiquement des espaces bleus et de leur implantation. Cette conférence-là est prévue en février prochain, mais la date reste à être déterminée. Absolument. Donc, merci beaucoup, Marie-France. On suit les réseaux. Voilà, on suit le réseau. Une des prochaines conférences de l'Institut. Voilà. Donc, on aura, donc aujourd'hui, on prépare le terrain. On réfléchit sur leur arrivée, mais en février. C'est une première étape. On aura ça. C'est ça. Voyons ça comme une étape. Voilà. Je vais commencer la conversation maintenant. J'ai assez parlé. Avec une statistique. En date du 20 janvier 2021, il y avait 147 institutions muséales. Et là, on va s'interroger sur c'est quoi une institution muséale et un musée. 147 donc institutions muséales agréées dans les 17 régions administratives du Québec. Par exemple, dans le nord du Québec, il y en a 2. Ça pourrait paraître peu, mais quand on dit que les Laurentides et Lanaudière, il n'y en a que 3. Alors, on n'est pas dans le nord du Québec, là, on est dans des régions quand même plus rapprochées des grands centres. Et à Montréal et à Québec, il y a 21 et 20. Donc, l'offre muséale est variée, si on veut, en nombre. Alors, je lancerai tout de suite la conversation, parce que c'est ce que nous aurons, pour savoir, quand on définit un musée, comment on peut le définir avec des critères précis? Peut-être, Yves, tu peux nous lancer là-dessus. La Société des musées du Québec a fait le choix d'opter pour le terme institution muséale qui permet de regrouper toute une typologie, une variété de musées, mais formellement, normalement, un musée, c'est une institution muséale qui a une collection qui répond aux grandes fonctions muséales, et ça les distingue, ça permet par exemple de distinguer les centres d'exposition ou les centres d'interprétation qui n'ont pas nécessairement de collection, mais qui participent notamment à la diffusion de la culture. Quand on dit institution muséale, ça englobe tout ça? Oui, tous les types de musées d'art, de société, de sciences. Et si je ne me trompe pas, l'Observatoire de la culture en dénombrait la dernière fois autour de 420 institutions. Ça fluctue un peu d'année en année, mais grosso modo. Et puis, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce ne sont pas tous les musées, toutes les institutions muséales qui sont reconnues par le ministère de la Culture agréées. Reconnues, veut dire soutenues? Oui, agréées, parce que, bon, reconnues, c'était l'ancienne terminologie. Vous avez des musées reconnus, soutenus, non soutenus, enfin, c'était un peu plus compliqué. D'accord, mais quand on dit les institutions muséales agréées, ça ne veut pas nécessairement dire soutenues. Normalement, oui. Subventionnées. Normalement, oui? Normalement, oui. Donc, 147. Voilà, ce serait l'offre qu'on a. Est-ce que, Michel, peut-être il y a une particularité quand on dit un musée régional? Est-ce que c'est une... Premièrement, je tiens à préciser que ce nombre de 400 que Yves vient de donner, c'est à peu près la proportion qu'on trouve dans tous les pays là, par rapport à la population. Si je le fais sur une échelle canadienne, je serais plutôt autour de 2000. Hein, donc, proportionnellement à 20-25 %, on est à peu près dans le même sens. Moi, je suis toujours un peu embarrassé avec le mot musée régional, pour être honnête, parce que je trouve que qu'est-ce que ça veut dire exactement un musée régional? Un musée qui se situe en dehors de Montréal. Ça ne veut pas ça que ça veut dire, en fait.
Parce qu'un musée régional, c'est à la fois des musées qui ont parfois des mandats qui sont effectivement purement sur un territoire local ou régional. Mais on peut trouver ce type de musée même à Montréal, dans l'écomusée du Pierre-Monde, en ce sens-là, un musée régional, même s'il est à Montréal, puisqu'il traduit plutôt une réalité géographique très, très précise. Si vous avez le musée de la Gaspésie, s'intéresse à la Gaspésie. Donc, mais il y a des musées qui sont donc, sur le territoire québécois en général, qui ont aussi des mandats qui sont beaucoup plus ouverts, thématiques et nationaux. Hein. Le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul expose des artistes de tout le Québec et son mandat est évidemment national, même s'il se retrouve hors Québec et Montréal. Quoi. Il se retrouve effectivement en région. Et donc, il faut faire attention à cette réalité-là. Il faut faire la distinction aussi, je dirais, entre les lieux qui sont réellement des lieux d'interprétation du territoire ou d'un phénomène qui est très lié au territoire. Donc, il y a des musées qui sont fondamentalement ancrés dans leur territoire, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils vont traiter uniquement de ce territoire-là. Ils peuvent être ouverts, puisqu'on sait que de toute façon, l'ensemble des territoires sont en communication avec d'autres territoires, dans d'autres réalités. On n'est jamais que de territoire, on est de plusieurs territoires. Donc, il faut faire attention à cette idée de musée régional. OK. Peut-être, Louise est là. Bonjour, Louise. Oui, bonjour. Louise est du musée du banc de pêche de Passepédiac. Oui. J'imagine que toi, tu te considères comme un musée régional avec une mission régionale. Comment tu définis ton musée à toi? Je dirais que le site historique national de Passepédiac est un site qu'on appelle national, donc il y a une mission qui s'étend plus grand que la Gaspésie, évidemment. Mais sur le territoire de la Gaspésie, on a un musée régional qui est, comme le disait monsieur tout à l'heure, le musée de la Gaspésie, qui, dans sa mission, a la mission de faire connaître l'histoire de la Gaspésie dans son institution. Donc, c'est deux parallèles, je dirais. C'est la même chose, je dirais, pour le musée régional de la Côte-Nord à Sept-Îles, qui a aussi les mêmes objectifs, conserver, protéger, étudier le patrimoine nord-côtier à ce moment-là. Alors, ces musées-là ont vraiment une mission vraiment régionale, même si ça ne veut pas dire qu'ils ne s'exportent pas, ne vont pas chercher de l'information plus loin, là, mais c'est une mission qui est plus grande que locale, qu'un endroit qui va principalement, je dirais, sur le musée de la papeterie à un tel endroit très précis, évidemment. OK. Donc, on a une panoplie de missions, de contenu, de contenants. Est-ce qu'on a quelque part où est-ce qu'on peut décrire l'offre d'une façon plus, comment je dirais, avoir une vue globale de tout ça aussi, la région ou, je ne sais pas comment on peut définir toute cette offre-là, multiple et complexe? Elle est multiple, on peut les distinguer de bien des façons. On peut les distinguer d'abord par leur thématique. Il y a des musées qui sont des musées d'art, il y a des musées qui sont des musées d'histoire, d'archéologie, il y a des centres de sciences. Hein. Donc, il y a déjà des distinctions à faire, je dirais, par le sujet même. Il y a des distinctions à faire aussi, je dirais, même par l'ampleur de chacune des institutions. Parce que là, on parle d'institutions très, très variées, de très petites institutions, mais il y a aussi des institutions intermédiaires, des institutions avec un plus gros volume. Le musée d'art de Joliette est une institution d'un niveau, non seulement d'un niveau national, mais d'un niveau intermédiaire important. Là. Et moi, quand je regarde l'ensemble de ce système, je me pose toujours deux questions. La première question, c'est est-ce que tous les thèmes qui sont traités dans les régions, tous les thèmes qui devaient être traités sont traités? Parce que peut-être des musées qui répètent la même histoire, qui répètent la même thématique, il y a peut-être des parties de notre patrimoine et de notre histoire qui sont aussi oubliées. Je donne toujours l'exemple du spectacle vivant. On n'a pas de musée au Québec de spectacle vivant. Donc, ce patrimoine qui est lié au théâtre, à la musique, à la danse, etc., on le retrouve en partie dans certaines institutions, mais pas d'institutions.
Donc, on peut l'analyser l'ensemble du réseau en disant, est-ce que sur un plan thématique, on n'a pas des trous dans notre patrimoine et dans notre territoire? Après, on peut l'analyser aussi sur un plan plus géographique, dans le sens, est-ce qu'il y a des régions qui sont défavorisées, entre guillemets, où on ne retrouve pas d'institutions, où on devrait retrouver des institutions? Est-ce que la population locale a effectivement un service, pour moi, nécessaire, public, lié à la biologie, qui est disponible dans le territoire? C'est aussi cette question-là qu'il faut se... Et enfin, je dirais que le Québec doit analyser son réseau d'une autre façon, si vous me permettez une autre parenthèse, c'est dire on a des grandes institutions qui s'appellent le Musée de la Civilisation, le Musée national des Beaux-Arts, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'art contemporain. On a beaucoup d'institutions un peu partout sur le territoire. Mais pour moi, en termes écologiques, il manque encore plus d'institutions intermédiaires du niveau de Pointe-à-Cayère ou du Musée d'art de Joliette, comme ça. Et je pense que chaque région devrait être dotée plus fortement d'une institution qui rayonne, qui soit avec des vrais budgets, et avec des personnels aussi rattachés à cette institution-là. Et là, je pense qu'il y a un déséquilibre dans le Québec. Dans le communiqué d'annonce, il y avait aussi, parce que là, on parle du lieu comme tel, il y avait aussi une petite phrase qui disait que la création des espaces bleus était un geste concret pour sauvegarder le patrimoine bâti. Est-ce que c'est facile de prendre un patrimoine bâti et de faire un musée? Je ne sais pas. C'est toujours difficile. Et moi, je vous suggère de jeter un coup d'œil au réseau de Parcs Canada, dont c'est le mandat depuis très longtemps, qui met en valeur justement du patrimoine bâti in situ sur l'ensemble du territoire et rendre ces bâtiments aux normes, les mettre aux normes muséales, c'est pratiquement impossible. Mais en même temps, c'est capital, ce travail de Parcs Canada. Je pense à ce qu'ils ont fait à Gros-Île. Et là aussi sur l'ensemble du territoire, d'est en ouest du pays. Mais c'est une autre catégorie d'institutions muséales où on accepte que les normes ne sont pas toujours parfaites, mais ça permet aux visiteurs de pouvoir, et aux citoyens de fréquenter, de découvrir des lieux qui sont uniques et dont l'expérience de visite est différente, parce que c'est une expérience immersive. Et ça, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on sauve vraiment un bâtiment à ce moment-là? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que s'il y a un patrimoine, bâtiment patrimonial, qu'est-ce qu'on sauvegarde, qu'est-ce qu'on garde de ce bâtiment-là? Est-ce qu'en le rendant un musée, est-ce qu'on ne détruit pas en partie ce patrimoine-là? Non. Bon, non. Ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend de ce qu'on La réponse est plus complexe que ça. Premièrement, il faut saluer le fait que le gouvernement investisse 250 millions pour protéger le patrimoine. On ne peut pas. Jusque-là, c'est une bonne idée. On est tous d'accord avec ça. Hein? Enfin, il y a un geste concret qui est posé pour protéger du patrimoine. Tout le monde sait que ce n'est pas suffisant. Tout le monde sait qu'il faudrait investir beaucoup plus que ça, mais au moins, là, il y a un vrai geste que le gouvernement pose. Alors, la question suivante qui se pose tout de suite, c'est au fait, comment on choisit ce patrimoine-là? Quelles sont les priorités? On a décidé que c'était un par région dans 17 régions. Comment on identifie ce lieu? Honnêtement, je pense que le ministère de la Culture, avec ses antennes régionales, a déjà une expérience assez forte du territoire pour pouvoir rapidement identifier un lieu ou l'autre, de choisir, obligé de choisir, ou bien choisir. La question suivante va être, et c'est sûr que c'est ce qu'on met dans ces lieux-là, c'est ça qui va déterminer, c'est le contenu, c'est l'objectif qui est poursuivi, qui va déterminer même l'architecture et les problèmes liés à l'aménagement. Ça dépend de ce qu'on peut en faire. Et cette question-là, elle est encore un peu vacante, absente de la discussion. Justement, Louise, qui est là, le banc de pêche à Passepébiac, ça en sont des bâtiments patrimoniaux, non? Oui, beaucoup. C'en est 11 bâtiments patrimoniaux qui datent des années 1700.
Mais je dirais qu'en Gaspésie, ce qui a été choisi, c'est la Villa Frédéric James à Percé. Ce que je me pose comme question, c'est qu'au niveau des espaces bleus, on parle d'un lieu culturel et patrimonial. Mais on ne dit pas que ça va être un musée. Alors, il y a la définition de ce qu'il y aura dans cet espace-là qui n'est pas encore tout à fait définie, même si c'est le Musée de la civilisation qui travaille sur ce projet. Est-ce que ce sera vraiment un espace muséal avec toutes les normes? C'est à voir. Toi, dans ton expérience de bâtiment, quand on dit qu'on requalifie des bâtiments, toi, tu les restaures, les bâtiments, tu les requalifies. Oui, oui, on les restaure. On peut en faire des expositions à l'intérieur, évidemment, mais toujours dans le souci de ne pas altérer le bâtiment comme tel, évidemment, ne pas plutôt le mettre en valeur. C'est pas, on ne va pas prendre la coquille pour en faire une exposition qui est dénaturée. On va plutôt faire une exposition qui explique le bâtiment ou qui va démontrer la force et la valeur du bâtiment. Alors, ce n'est pas tout à fait ça l'espace bleu, c'est de prendre un espace patrimonial et présenter une autre histoire à l'intérieur. C'est ce que j'en comprends pour l'instant. Alors, c'est peut-être pas tout à fait exactement la même chose que de mettre en valeur des bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est juste ce qu'elle dit. De toute façon, la réponse. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que le gouvernement disait qu'il va y avoir un espace permanent, un espace temporaire et un café. À mon avis, il ne faut pas poser ça tout de suite dans l'enjeu. L'enjeu, il faut savoir, premièrement, où on fait le lieu et après, qu'est-ce qu'on met dedans. On peut décider que ce n'est pas nécessairement un espace permanent, un espace temporaire et un café. Moi, je pense que c'est une réponse unique à 17 problèmes qui sont différents, à 17 enjeux qui sont différents. Et donc, il ne faut pas préjuger tout de suite de la réponse. Hein. Parce que comme, si vous avez un monastère, une église ou une maison ancienne, la réponse architecturale et biographique ne sera pas nécessairement la même. Mais elle ne sera pas la même, d'autant plus que vous n'aurez pas le même sujet, le même contenu. Il faut d'abord définir le projet culturel, et c'est lorsqu'on a défini le projet culturel qu'on trouve le meilleur moyen pour répondre à ce projet culturel. Donc, la réponse ne peut pas être donnée avant qu'on ait défini le projet culturel. Et le véritable enjeu qu'on a à l'heure actuelle, c'est de dire, au fait, on vient de trouver les 17 lieux, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces 17 lieux? Quel est le contenu de ces 17 lieux? C'est ça qu'il faut d'abord définir. Respecter la nature de ce lieu-là aussi. Et en respectant, parce qu'il y a l'esprit du lieu, de toute façon. Donc, vous ne pourrez pas même décider du projet quand vous n'avez pas réfléchi même à l'esprit de ce lieu. Parce que vous pouvez définir un projet d'une façon théorique, mais qui ne sera pas nécessairement d'accord avec le lieu. Donc ça se fait conjointement. Si vous le permettez, moi, j'aborderai le côté du contenu. Quand on est en région ou en ville, peu importe, quand on décide d'une programmation ou d'exposition, des choses comme ça, comment on définit qu'est-ce qu'on va mettre dans un musée? Moi, je trouve, on s'assoit autour d'une table, on a des idées, on regarde le milieu, on regarde la mission. Comment on définit ça? Parce qu'éventuellement, dans une région comme en Gaspésie, où ils sont plusieurs, versus en Abitibi, où ils sont beaucoup moins nombreux, comment on fait pour gérer ce contenu-là muséal? C'est une question piège. C'est le piège, oui. J'ai marqué piège à côté, oui. Alors, il faut d'abord définir la mission, hein, ce que j'appelle, moi, le projet culturel. À quoi vous servez? C'est quoi votre intention? C'est quoi votre intention thématique? Vous visez quel type de public? Quel est le message que vous voulez porter? Je dirais même quelle est la transformation sociale que vous voulez apporter par votre action. Alors ça, il faut que quelqu'un le porte en général. Mais on ne le porte jamais seul. On le porte toujours avec une consultation. On peut avoir une vision comme responsable, une vision personnelle là, du projet culturel, mais il est enrichi par l'équipe d'abord, qui travaille sur le projet, par tous les membres, parce qu'un musée, c'est d'abord un travail d'équipe, une œuvre collective.
est enrichi par des experts, par de la rigueur scientifique, par de la consultation avec des gens qui connaissent, parce que la crédibilité d'un musée repose d'abord et avant tout sur sa rigueur scientifique. Si les gens ont confiance dans les musées, et tous les sondages le confirment, c'est parce qu'ils savent démontrer beaucoup de rigueur. Et s'ils n'ont pas la rigueur, on va perdre toute crédibilité, les gens le viennent compris. Donc, il faut donc appuyer cette vision aussi par un discours scientifique, aussi par la recherche, aussi par l'analyse et de la confrontation. Et confrontation, donc, avec les partenaires internes et avec les partenaires externes, qui, pour moi, sont de deux ordres. Il y a des partenaires qui sont des partenaires scientifiques, des experts, et ce que j'appelle, moi, les partenaires culturels, c'est-à-dire des gens du milieu qui ont déjà à vivre cette réalité-là. Hein? Si vous faites une exposition sur la réalité autochtone, vous ne faites pas ça seul avec des scientifiques, vous faites ça aussi avec la communauté autochtone. Donc, il y a des partenaires culturels qui est la communauté autochtone, il y a des caractères scientifiques qui seraient des anthropologues, des sociologues, tous les logs que vous voulez, et puis vous avez votre propre projet culturel, et c'est la rencontre de ces choses-là qui finissent par définir votre projet culturel. Et bien sûr, vous le faites en analyse aussi par rapport à votre milieu en général, par rapport à ce que l'offre culturelle est, comment l'offre culturelle existe dans votre environnement, dans votre région, dans votre ville, dans votre pays, et même sur un plan international, tant qu'à moi. Et donc, il y a toutes ces variables-là. Donc, avant de dire, on va faire une expo permanente, une expo temporaire, définissons bien ce projet culturel avec le milieu culturel, avec le milieu scientifique, avec votre équipe interne. Et c'est comme ça qu'on va définir quelle est la mission, et on va voir si la mission peut se réaliser dans le lieu. Dans l'analyse, il va y avoir probablement l'analyse du lieu de toute façon. Je pense que ce qui est important de rappeler, parce que ça, c'est une grande tendance internationale, c'est-à-dire que les projets de musée doivent venir des communautés. D'abord et avant tout, et définis par les communautés. Lors de la dernière rencontre TICOM internationale à Kyoto sur la définition de musée, au fond, le débat portait sur la définition, mais en réalité sur la mission même du musée. Et ce que tous les intervenants rappelaient, c'était la nécessité du musée d'être d'abord au service de sa communauté, de travailler en co-création. Donc, ça inverse aussi les dynamiques traditionnelles où les projets viennent de l'État, viennent d'en haut, ensuite s'implantent dans les communautés. On ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Et ça, c'est pas juste pour le Québec, c'est partout. Et ça remet en question en même temps le rôle social du musée. Le musée, puis, son premier objectif, c'est pas d'être au service du patrimoine et des collections, c'est d'être au service de ses publics. Louise, est-ce que chez vous, ça se traduit par une implication provenant de la base, comme Louise, comme Yves vient de le mentionner? Je dirais que pour l'instant, oui, dans le sens que les gens du Musée de la Civilisation ont commencé à consulter la Gaspésie, la région et ses différents intervenants, ses différents musées et attraits touristiques. Et c'est un ensemble. La Gaspésie, oui, il y a des musées, mais il y a aussi des centres d'interprétation, des centres culturels, des centres d'art. Alors, tout cet ensemble-là vit, je dirais, fonctionne à 85-90% saisonniers. Donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas ouverts à l'année. Il y a tout un milieu qui peut être différent et c'est la même chose en Montréal également. Il y a des lieux qui ne sont pas nécessairement ouverts toute l'année, mais il y a quand même une saisonnalité qui est assez particulière. Et oui, il y a une consultation qui est en train de se faire. Je dirais aujourd'hui même, les gens du Musée de la Civilisation sont au Musée de la Gaspésie cet après-midi en train de visiter leur nouvelle exposition permanente pour en prendre connaissance. Je crois qu'il y a un bon vouloir. On va voir vers quoi on s'en va. Je pense que les autres également sont en train de travailler sur le sujet, évidemment, pour savoir ce qui est le plus pertinent à mettre dans un espace bleu en Gaspésie. Alors, tout le monde travaille dans la même optique. On va voir vers quoi on s'en va. Comme le disait M. Bergeron, oui, évidemment, au niveau des espaces bleus, ce n'est pas un projet qui est venu de la base en montant, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Alors, il faut rattraper les choses, je dirais, et maintenant faire participer les gens des régions pour bien comprendre. Je voudrais revenir sur une chose. Michel donnait l'exemple tout à l'heure du musée
de Joliette, qui est un musée qui réussit particulièrement bien à se positionner. Et juste avant, vous avez fait référence à l'écomusée du Fiermont. C'est vrai que l'écomusée du Fiermont, il est d'abord au service du Centre-Sud de Montréal. Mais en même temps, c'est un musée qui, au Québec, a peut-être l'une des plus grandes notoriétés internationales. C'est pour ça que c'est relatif, la notion de musée régional. Vous avez des musées qui rayonnent, qui sont reconnus, et ça n'a rien à voir avec la taille. C'est, dans ce sens-là, on revient toujours à l'essentiel. Quelle est la mission, quel est le projet culturel et scientifique du musée qui permet de se distinguer? La difficulté, c'est que souvent, je trouve que souvent dans les musées régionaux, souvent dans les petites institutions, il y a des innovations qui se font, il y a des recherches, il y a une muséographie exemplaire. Une des difficultés, c'est de faire reconnaître ça aussi, que les gens réalisent que c'est là que ça se passe. Moi, je me permettre de faire une allusion à la France en disant que je trouvais que c'était beaucoup à Paris que l'innovation muséale se déroulait. C'était plus dans les régions qu'à Paris même. J'exagère parce qu'il y a des institutions intéressantes comme le 104 qui sont exemplaires. Là. Mais donc, il y a des petites institutions. En francophonie, on sait que nous, on a travaillé en étroite collaboration avec le musée de Neuchâtel en Suisse. Neuchâtel, c'est pas courant. Le musée d'ethnographie de Neuchâtel a été une référence mondiale pendant des années parce qu'il était en rupture d'abord avec la muséologie en général, mais parce qu'il donnait un point de vue. Ils avaient une lecture originale. Le musée de Grenoble, Jean Guibal, la conservation du patrimoine, a été exemplaire aussi sur une base nationale et internationale. C'est les premiers qui ont traité, par exemple, les Maghrébins de Grenoble, les Grecs de Grenoble, les Italiens de Grenoble. Ils innovaient à cette époque-là complètement. Ils donnaient la parole à leurs citoyens et rendaient l'image de leur propre vécu. Ils partageaient l'histoire de Grenoble avec l'ensemble des communautés. Et ça a eu une influence considérable sur l'ensemble des autres musées, non seulement en France, mais ailleurs. Donc, c'est souvent en région qu'il peut se passer des choses excessivement intéressantes et innovantes aussi. Donc, est-ce que, juste pour, je vais garder cette... est-ce que, par exemple, on a vu tantôt, on a parlé qu'il y avait certaines régions où il y avait un déficit au niveau des musées où il n'y avait pas. Est-ce que, justement, la venue de ces espaces bleus pourrait combler ce déficit-là ou excéder la capacité, la demande? Est-ce que ça pourrait être la mission de ces espaces-là? Est-ce que ça pourrait aider aussi dans ce sens-là? Soit à combler, mais peut-être pas excéder la demande, mais à combler certaines demandes. Est-ce que ça se pourrait? Il faut comprendre peut-être comment les musées ont été créés, se sont développés au Québec. Ils ont une histoire. Dans mon souvenir, dans les années 70, le début des musées était d'ailleurs davantage du côté du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Rivière-du-Loup, la Pocatière, jusqu'aux îles de la Madeleine avec le musée de la mer. C'est les premiers parce qu'ils avaient une base à la fois de collection, un engagement citoyen profond, parce que c'était porté par des personnes qu'on peut nommer. Des leaders régionaux. Des leaders qui ont porté cette chose-là et qui ont donné. Écoutez, quand le musée de la civilisation a été inauguré, on avait fait une exposition qui s'appelait 38 plus 1. On reconnaissait qu'il y avait 38 musées plus 1. C'était nous le 1. On était donc 39. Il avait donné 147 aujourd'hui, sans compter ceux qui ne sont pas agréés là. Donc, on est tout à fait dans un changement de. Alors, l'histoire s'est développée petit à petit avec des leaders, avec des histoires aussi, avec des collections. Pourquoi il y a tant de musées à Québec? C'est parce qu'il y a un riche patrimoine. Il y a des communautés religieuses qui ont fondé la colonie et qui ont laissé leur patrimoine. Il y a donc une histoire profonde à Montréal. Ça s'explique de la même façon quand vous multipliez ça. Il y a d'autres régions qui sont des régions plus récentes, entre guillemets,
Je pense à la Abitibi-Témiscamingue, et donc ça a été plus long avant de développer. Et on a fini par développer en lien avec l'histoire locale. Le musée de la mine est évidemment à Malartic. Il ne peut pas être à Montréal. Il est à Malartic. Et c'est très bien qu'elle soit ainsi. Et donc il faut laisser l'histoire se composer petit à petit. Est-ce que les espaces bleus vont provoquer, je ne sais pas, ça dépend dans chaque région. Moi je suis pas pour un modèle unique. Ils ont l'intelligence, on a 17 régions avec des particularités, avec une histoire, avec une réalité géographique et territoriale et des contenus qu'il faut respecter et il faut suivre leur évolution. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à définir tout de suite le modèle de l'espace bleu. Le modèle va se définir avec la communauté, avec les partenaires culturels. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Mais avec aussi l'espace qu'on va retenir sur un plan, je reviens sur l'aspect architectural et l'esprit du lieu. Vous êtes dans une maison, vous êtes dans un monastère et vous ne ferez pas la même chose que si vous êtes dans une ancienne usine. Si on décide que c'est une usine, ce ne sera pas nécessairement le même esprit du lieu. Il faut respecter aussi l'esprit du lieu. Votre contenu risque d'être relié à l'esprit du lieu. À ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas, au niveau des collections, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont ne se retrouver que dans les collections en région et que les collections du musée, parce que je pense que Louis a peut-être entendu parler de ça aussi, au niveau des collections qui seraient dans les espaces bleus, ce serait la collection du musée. Ou peut-être pas. C'est une illusion du premier discours, à mon avis. Okay. C'est impossible. Le musée de la civilisation a une grande collection, j'en conviens, mais elle n'est certainement pas suffisante pour tenir compte de la réalité des 17 espaces bleus. Et puis, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est intéressant parce que ça oblige de toute façon, à mon avis, à réfléchir qu'est-ce qu'une collection nationale et comment elle se décline. Donc, elle provoque quand même cette réflexion-là. Oui, ça provoque beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions, c'est ça. Donc, le modèle est mais tout ça, ce sont aussi, clairement pas défini. ce sont aussi fonction de l'arrimage avec les institutions régionales. Pour l'instant, on n'a pas idée, mais Michel a raison de dire que la réalité régionale n'est pas la même partout. Mais en même temps, on a la chance au Québec de pouvoir bénéficier des travaux de l'INRS qui, pendant des années, ils ont produit des synthèses régionales. Certains remontent à quelques années déjà, mais il y a quand même un travail de fond où ils ont identifié, je dirais, les grandes trajectoires de ces régions, les facteurs qui ont contribué à leur évolution. Et ça, c'est déjà au plan de la recherche, là. Et puis, pour la définition des identités régionales, des pistes qui sont pertinentes. Là. Louise, au niveau des collections, est-ce que vous avez abordé ce sujet-là entre vous ou dans oui, que vous suivez, là? Oui, bien, on l'a abordé avec la première rencontre qu'on a eue avec les gens du Musée de la civilisation. Et eux, ce qu'ils nous disaient, c'était l'objectif est d'aller dans chacun des espaces bleus, aller chercher des choses, des collections, des objets qui sont dans les collections de la région, donc qui viennent des musées des régions. Et que les espaces bleus n'auraient pas de collection directement. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas de collection. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de musée avec les espaces bleus, c'était un peu ambigu parce que ce serait un musée sans collection si on dit que cet espace-là n'aurait pas de collection. Mais par contre, le musée de la civilisation a des très grandes collections, effectivement. Alors, je ne sais pas exactement comment on peut traduire tout ça. Et donc, déjà là, on se questionne. Non, mais tout dépend du statut juridique de ces espaces bleus. Oui. Est-ce qu'ils vont être intégrés à la réalité régionale comme une délégation de gestion? Hein? Faisons l'hypothèse que le musée de la Gaspésie ait la responsabilité de l'espace bleu, puis dans le fond, ça va être une déconcentration géographique. Hein? Le musée de Gaspésie va avoir 2 lieux, hein? Puis il va gérer 2 lieux. Ou c'est une déconcentration du musée de la civilisation qui se retrouve avec 17 lieux dans cette gestion. 17 lieux de plus, oui. 17 lieux de plus. Et alors, bon, je ne fais pas de commentaire. Hein. Mais ça serait quand même étonnant. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir comment on va organiser la chose.
Mais on peut s'imaginer par ailleurs que c'est peut-être aussi l'occasion de développer de nouvelles collections. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des thématiques qui sont négligées, des thématiques liées au travail, à l'organisation du travail, aux travailleurs en général, qui est assez négligée. Il n'y a pas de musée de travail. Il y a les collections liées à la science. Il n'y a pas de musée. On a un musée de civilisation, d'histoire, de technologie. On a un musée de beaux-arts. On a deux, musée d'art contemporain et un musée de beaux-arts sur un plan national. Heureusement, la ville de Montréal s'est occupée de l'histoire naturelle avec l'espace pour la vie. Merci, la ville de Montréal. Mais il n'y a pas de grand musée de sciences au Québec. Il y a donc dans l'écosystème, il y a un vide. Là. Et donc, comment on fait pour, c'est peut-être une occasion dans un espace bleu, commencer à s'intéresser aussi au patrimoine scientifique, parce qu'on sait bien que la science, elle est assez fondamentale dans nos vies quotidiennes, de toute façon. C'est ça qui la science de la technologie bouleverse les sociétés en général. Donc puis on n'a pas, on a un trou. Est-ce que ce ne serait pas une occasion, en faisant un espace bleu, de réfléchir à ces trous qu'on a dans notre mémoire collective et donc à réinventer des collections? Quand on parle de la science, ça me fait penser avec des nouveaux espaces. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi évolution au niveau technologique? Donc, est-ce que ces espaces-là ne seront pas nouveaux, technologiques, avancés? Est-ce que ça n'aura pas, comment je dirais, un effet drainant pour pour les clientèles? Parce qu'ensuite, quelque chose de nouveau, de technologique qui arrive en région, est-ce que ça ne va pas, les premières années, monopoliser un peu les clientèles et voir, parce que est-ce que tous les musées seront technologiquement rendus là? Est-ce que ça peut être un danger pour ces nouveaux contenus qui risquent d'être plus à jour, ben pas à jour, mais technologiquement avancés, vu qu'ils sont nouveaux, tout simplement? Non? Moi, je ne crois pas. Hein. Non? C'est sûr qu'il va y avoir une tendance, probablement, puisque toute nouvelle muséographie, pour moi, c'est un type de muséographie. Hein. Donc, dans la grammaire muséographique générale, c'est un volet technologique. Que le volet technologique soit plus développé parce que c'est plus à la mode et qu'on a plus tendance. Hein. Premièrement, plusieurs musées à travers le Québec le font déjà. Il ne faut pas s'imaginer que c'est beaucoup démocratique. Que ça existe déjà à une assez grande échelle. Et on ne peut pas répéter, le même modèle dans 17 lieux, parce que là, ça va faire l'effet inverse. On va dire, il y a encore la même chose, encore le même type de... La muséographie, votre grammaire muséographique est assez riche pour pouvoir puiser sur la bonne façon de raconter l'histoire, de décrire le récit, de toucher des types de publics. Il y en a plus, il y a un éventail énorme, donc il ne peut pas être juste technologique. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas un endroit où ça va être très techno, ça dépend du sujet, je veux bien, mais si vous appliquez le même modèle partout, pour moi, ça va être une catastrophe. Parce que premièrement, ça va être dépassé rapidement. Dans 10 ans, vous allez dire, c'est encore de la vieille technologie, c'est toujours la même chose. L'effet de surprise n'est pas nécessairement lié à la technologie. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas anti-technologie. Je pense que c'est utile souvent et ça a été un plus et un enrichissement de la grammaire bibliographique, mais ce n'est pas la seule grammaire. Si vous le voulez, j'aimerais ça qu'on regarde les aspects de gouvernance dans les musées. Je trouve que Yves s'intéressait beaucoup à la gouvernance. Oui, en fait, pas juste moi. L'équipe de la chaire, ça nous intéresse parce que là, il y a quelque chose qui s'annonce qu'on peut encore pas très bien mesurer parce que le mode de gestion puis de gouvernance n'est pas encore défini. Mais moi, je suis assez d'accord avec Michel qu'il faut respecter le principe que tous les musées ne doivent pas nécessairement fonctionner autant sur le même mode administratif que sur le même type de muséographie. Il faut plutôt encourager la diversité des modèles de musées et ça me semble plus intéressant, surtout dans le contexte actuel. Puis, est-ce que l'avènement encore de ces espaces-là ne créera pas, on le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre.
recruter des employés, recruter des bénévoles, parce qu'un musée aussi, c'est beaucoup des bénévoles. Est-ce que toute cette structure-là serait nécessaire pour soutenir un réseau comme les Espaces Bleus? Ou en tout cas, c'est nécessaire pour soutenir tout le réseau des institutions muséales. Ça, je pense que oui. Non? Il y a un déficit au Québec. Oui. On le lit tous les jours dans les journaux. Dans les musées, je ne suis pas certain. Ce qui m'inquiète un peu plus pour les musées, c'est que là où on forme des professionnels à la muséologie, donc dans les principales universités, Gatineau, Montréal, Université Laval, ne sont pas tous les étudiants qui terminent qui acceptent d'aller en région. Souvent, ceux qui le font, c'est qu'ils viennent déjà d'Abitibi, des Témiscamingue, qui viennent et je le sais pour en avoir discuté longuement, puis encore dernièrement au congrès de la Société des musées du Québec avec des directrices en région, c'est pas simple de recruter, c'est pas parce qu'il n'y a pas de diplômés. Et pourtant, moi, je le répète souvent aux étudiants, c'est une chance de pouvoir commencer dans un musée à l'échelle humaine, parce qu'on peut toucher aussi à tout. Les apprentissages se font aussi rapidement, et c'est une étape dans la carrière. Alors, je les encourage à le faire, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a d'autres considérations, la famille, etc. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des difficultés à recruter pour ces nouvelles institutions muséales. Louise a quelque chose à dire là-dessus. Vas-y, Louise. Oui, effectivement, je dirais que c'était pas la crainte de ne pas trouver d'employés pour les Espaces Bleus qui était une crainte ou peut-être une crainte, oui, pour la région de la Gaspésie. C'était de plus de se faire, je dirais, entre guillemets, voler les employés qui sont déjà dans des institutions muséales qui se retrouvent là. Perdre nos bons employés. Ça a été dit en toute simplicité parce que on se disait, oui, mais là, on a enfin du monde, on a des gens compétents. Est-ce que les gens dans le nouvel espace bleu vont donner les salaires qu'on donne au Musée de la civilisation, par exemple, qui ne sont pas les mêmes qu'en région? Si c'est ça, ben, ça peut arriver la même chose qui se passe de la compétition au niveau employeur-employé, comme il se passe, par exemple, entre le Parc Forillon, qui est une institution fédérale, et les petites institutions muséales autour. Est-ce qu'ils ont bien de la misère à avoir des employés parce qu'ils vont tous travailler au parc avec 10 de l'heure de plus facile? Alors, c'est un petit peu ça la crainte. C'est pas d'avoir des employés, c'est de savoir si ceux qui restent vont garder leurs employés. Même si l'employeur de l'Espace Bleu n'embauchera pas nécessairement 50 personnes, là, mais il y avait une petite crainte à ce niveau-là. Mais est-ce qu'au niveau des bénévoles, ça jouerait aussi? Bénévoles, non, parce que c'est vraiment l'Espace Bleu qui est prévu à Percé. C'est loin d'un espace à l'autre. Hein. Il n'y a pas personne de Percé qui va faire du bénévolat à Gaspé ou du bénévolat à Sainte-Anne-des-Monts. C'est assez loin un de l'autre. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faudra recruter à Percé à ce moment-là. Ça, je n'y vois pas de problème vraiment. Okay. Toi, au banc de pêche, est-ce qu'il y a des bénévoles qui Oui. Déjà, le conseil d'administration sont des gens bénévoles. Des gens autour qui sont sollicités pour toutes sortes de comités différents sont tous des bénévoles, effectivement. Est-ce qu'il serait souhaitable aussi que les espaces bleus prennent leur place aussi dans l'écosystème, c'est-à-dire soit membres de la SMQ, soit membres de la Fédération Histoire Québec? Je pense que c'est inévitable. Je pense que c'est inévitable parce que de toute façon, il faut revenir peut-être sur la gouvernance pour voir si c'est inévitable. Mais la gouvernance, on peut s'imaginer que ces institutions, soit ils relèvent du musée de la civilisation, donc ils vont faire partie de la Société des musées québécois, ou ils ont en gestion déléguée à une institution régionale qui font aussi partie de la Société des musées québécois. Donc, ça va être inévitable, le lien est trop. La force d'ailleurs du Québec, là, pour moi, c'est la Société des musées québécois. Ça fait depuis des années, la Société des musées québécois a réussi à développer un véritable réseau, une conscience réseau, un partage à tous les niveaux d'employés d'ailleurs, hein, que ce soit le directeur de l'institution, le technicien de l'institution, tout le monde.
on est tous membres de ce réseau. Et ça, c'est un peu unique au monde, là, je trouve, comme mode de fonctionnement. Là. Donc, je trouve ça assez génial. Donc, ces gens-là, les espaces bleus, vont finir par faire partie de ce réseau-là. Ça, je pense que c'est inévitable. Mais la vraie question de la gouvernance, c'est une question aussi non seulement de la création, mais de la durée. Parce que une fois qu'on ouvre une institution comme ça, il faut finir que ça dure dans le temps. Et c'est la vraie difficulté. Déjà, pour les musées, c'est de durer dans le temps. La plupart des gens dans le réseau des musées ont des difficultés financières. Hein. La gouvernance, c'est aussi s'occuper des finances et des revenus d'une institution pour pouvoir non seulement payer ses employés, mais de vivre l'année prochaine. Donc, de leur donner de bonnes conditions. De donner des bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. La gouvernance, c'est donc l'implication aussi du milieu, c'est-à-dire comment on forme un conseil d'administration, qui sont ces conseils d'administration. Et on connaît tous les conflits entre des directions ou des conseils d'administration qui existent. On a eu un exemple à Montréal au Musée des Beaux-Arts, mais qui a fait des manchettes, mais ça existe dans beaucoup d'institutions, c'est ce problème de relation entre la direction générale et un conseil d'administration. La gouvernance, c'est aussi travailler correctement avec ses employés, avec les équipes, et ça, je pense que c'est une vraie question qui va être centrale pour la durée des espaces bleus. Parce que les espaces bleus, comment on va les faire vivre sur le long terme? Comment ils sont financés à long terme? Depuis longtemps, les institutions culturelles en général, ce genre de musique, que ce soit le théâtre, la danse ou la musique, ont toujours réclamé, par exemple, du ministère de la Culture d'avoir un appui sur un engagement qui était triennal ou quinquennal, pour qu'il puisse planifier, parce qu'on sait bien de faire une expo, c'est pas une année, c'est sur 2-3 ans qu'on fait une expo. Quand on veut se lancer en médiation auprès des analphabètes, on ne fait pas ça en une année, on fait ça sur plusieurs années. Donc, il faut s'assurer qu'on a un financement qui est un financement sur au moins triennal. Bon, les espaces bleus, quelle est la garantie d'un financement à long terme, à moyen terme, correct? Et est-ce qu'on va être déjà en compression budgétaire après 2 ans? Ou on va leur faire des restrictions, diminuer? Est-ce qu'on va tout simplement repasser la responsabilité à la région sans frais supplémentaires, sans coûts supplémentaires, sans frais supplémentaires, sans subventions supplémentaires? Toute cette question-là n'est pas établie. Le vrai défi à l'heure actuelle de la civilisation et du gouvernement, c'est d'essayer de définir aussi la vie à moyen terme de ces institutions-là. Et comment ça va se gérer, comment ça va s'intégrer. Déjà, la question, par exemple, dans une... Excusez-moi. Non, c'est rien, des fois, je parle trop. Donc, la définition de la collaboration interrégionale est aussi une question de gouvernance absolument intéressante. Ça fait des années que la Société des musées québécois réfléchit à cette question-là, au partenariat interinstitutionnel, comment on développe une force régionale. Est-ce qu'on regroupe les institutions? Est-ce qu'on favorise des projets communs? Tout ça se pose. Chaque région a sa réponse appropriée où ils sont rendus. Mais les espaces bleus, ça va se poser, ça va ajouter à cette dimension-là. Comment ça s'intègre et comment ça se gère d'une façon intégrée. Il va y avoir quelque chose qui va se développer en parallèle au reste. Et donc, ça, c'est une question de gouvernance. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut penser au financement des espaces bleus seulement ou de l'ensemble? Parce que déjà, au niveau des musées, il y avait déjà des enjeux. Il y avait souvent... Ils n'ont pas de financement. C'est ça. Donc, on est déjà là sous-financé. Louis, j'aimerais ça t'entendre sur la collaboration entre les musées en Gaspésie. Vous êtes vous autres. Oui, les musées en Gaspésie, on est 5 institutions qui sont soutenues au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications. Et on est les 5 institutions qui se travaillent beaucoup ensemble, sans être reconnues réseau muséal officiel, parce qu'on a déjà essayé de créer ça. C'était une structure un petit peu trop compliquée. En tout cas, on a laissé tomber ça, on s'est mis à travailler ensemble plus simplement et ça fonctionne très bien. Alors, je dirais que les 5 travaillent depuis au-dessus de 10 ans ensemble à divers projets, des collaborations, du développement. Donc, c'est sûr que quand on est venu nous consulter, on était déjà très forts et très ensemble. Ça a été un
je dirais, une masse que les gens ont rencontrée, non pas un musée tout seul qui ne s'était pas déjà parlé. Donc, ça fait un niveau un peu différent au niveau de la discussion. J'avais une idée tantôt pendant que M. Côté parlait, puis je l'ai oublié. Ça va revenir. Ça va revenir. Moi, au niveau de la pérennité, il y a ça, il y a aussi, c'est sûr qu'il y a une collaboration, il y a aussi une espèce d'émulation, de petite compétition entre vous aussi. Oui, ben c'est ça, je viens de retrouver mon idée. On parlait du financement de l'institution des espaces bleus. Évidemment, c'est sûr que les institutions muséales, je dirais partout au Québec, se posent la question. Ceux qui sont agréés, reconnus par le ministère, financés au fonctionnement par le programme d'aide de financement aux institutions muséales. La question se pose, est-ce que les espaces bleus vont avoir le financement dans le même programme? Est-ce qu'on nous dit que non, peut-être pas, mais les choses peuvent changer dans 1 an, dans 2 ans, on ne le sait pas. Est-ce que ces financements-là sont suffisants? On parlait des musées régionaux un peu partout au Québec qui auraient peut-être aimé avoir du financement supplémentaire plutôt qu'un espace supplémentaire. C'est évident, là. Et il y a effectivement, il y a une certaine compétition au niveau du financement, même dans l'achalandage et dans le nombre de visiteurs. Si on prend n'importe quelle région que ce soit qui vit beaucoup du tourisme, ces touristes, s'il y en a 50 000 qui visitent des musées, bien, ces 50 000-là, au lieu d'avoir 10 attraits à visiter, vont en avoir un 11e. La clientèle va se diviser, c'est automatique. Il n'y a pas de calcul très scientifique à faire là-dedans. Plus d'attraits, plus de gens qui se divisent la tarte ou se divisent le nombre de visiteurs potentiels. Alors, faut que ce soit en complémentarité pour que les gens ils trouvent un grand intérêt dans l'espace bleu pour vouloir y aller, mais qu'ils voient aussi un intérêt dans les autres attraits dans les régions pour s'y rendre également, pour ne pas diminuer le nombre de visiteurs un peu partout. Ce qui est un très grand défi dans tous ces espaces-là. Absolument, je comprends. Je ne suis pas convaincu que ça n'ajoutera pas une partie du public. Peut-être que ça peut ajouter une partie du public. Peut-être que vous allez moins vous diviser pour avoir un public complémentaire. Là, tout dépend du type d'offre. C'est lié à ça. Mais il y a de la gouvernance. C'est aussi penser à des billets communs. C'est aussi penser au partage des droits d'entrée. C'est beaucoup de choses de la gouvernance qu'il faut régler dès maintenant. Et qui va être déterminant parce que l'intention, c'est d'aller assez vite dans ces espaces bleus, très vite même. On sait que faire un établissement culturel en général, ça prend du temps. À partir de zéro, de construire. Mon expérience me démontre que c'est long en général. Là, on fait ça très rapidement. Donc, il ne faut pas oublier un certain nombre de parties. Il nous reste déjà juste un petit 15 minutes avant de passer aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai vu sur le côté, là, on va se donner du temps. J'aimerais, juste pour des questions plus larges, est-ce que c'est possible de développer une cohérence et une unité nationale à partir, par exemple, que l'introduction des espaces bleus suscite cette réflexion-là, qui est peut-être des établissements nationaux et qu'on définisse ce que ça veut dire, et régionaux. Est-ce que c'est possible de vraiment définir clairement et d'avoir, après ça, peut-être de faire un exercice d'ajustement des contenus, des missions, enfin. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça peut créer, les espaces bleus peuvent créer cette... On peut espérer ça. Hein? Je pense qu'on peut espérer. On a une occasion unique de réfléchir sur 17 nouveaux lieux, donc avec 17 projets culturels en collaboration avec les gens du milieu, mais peut-être que ça va nous obliger à ouvrir de nouvelles voies. Je ne parle pas de muséographie, je parle juste de contenu. À ouvrir de nouvelles voies et traiter des choses différemment. Donc, on a une belle occasion. Moi, je pense que les espaces bleus, de toute façon, ça va se faire. Hein? Et en plus de ça, ils mettent 200 millions. Là. Donc, c'est bien, quoi. Alors, profitons de cette occasion-là pour réfléchir avec les responsables, avec la communauté, avec les scientifiques, pour faciliter, pour
que ce soit une vraie valeur ajoutée et non pas une valeur parallèle. L'enjeu actuel, c'est de bien définir le contenu, bien définir la gouvernance, bien définir l'architecture, bien définir la biographie. Bon, je veux bien, mais tout ça dans une volonté d'avoir justement un réseau. Je pense que l'avantage, c'est que le musée de la civilisation fait 17 projets en même temps, les pôles, ça fait beaucoup. 17 projets en même temps, mais donc ils ont l'occasion d'avoir une lecture qui serait beaucoup plus grande aussi. Donc, de concilier à la fois la lecture régionale et la lecture nationale. Donc, donnons la chance au programme, mais donnons-leur les moyens d'arriver à cette fin-là. Et là, ils ne pourront pas le faire sans l'appui des régions, sans l'appui des scientifiques, sans des analyses, sans une participation à la fois scientifique et culturelle. Et le défi, c'est quand même... c'est le temps. C'est le temps. Quand on sait que des projets de musée, ça se fait sur des horizons de 10, 15, voire 20 ans, là, on parle de quelques mois, tout va se télescoper, là. Alors que ce qui est essentiel, c'est les arrivages. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'inaugurer des espaces bleus dans les régions. Il faut qu'ils soient enracinés, il faut qu'ils puissent se développer dans les prochaines années sans créer des tensions inutiles. Et tout ça tient beaucoup à l'enracinement avec les communautés. Avec le milieu, c'est ça. Ah oui. Est-ce que tu penses, Louis? Les sociétés historiques, j'imagine, se mobilisent. Oui, absolument, absolument. Quand on parle de musée régional, de musée en région, tout ça, les collaborations avec les sociétés d'histoire. Oui. Ce sont les premiers bénévoles sur le terrain depuis très longtemps, vous jouez un rôle majeur. Absolument. Louis, est-ce que tu vois, toi, dans ça, une voie d'une occasion à saisir, justement, avec cette grande consultation-là? La consultation, oui, et l'espace bleu, peut-être. On verra qu'est-ce qu'on va en faire. Mais je dirais la première valeur ou le premier point très positif, c'est d'avoir décidé de sauver des bâtiments patrimoniaux. Que là, déjà, en partant, c'est très, très positif parce que c'était des bâtiments, ben, pour l'instant, en tout cas, il y en a deux. Il y en a deux, le Vieux Palais à Amos pour l'Abitibi qui a été nommé et la Villa Frédéric James à Percé. Donc, ces deux bâtiments-là sont déjà des choses qui sont très coûteux à entretenir, des gros édifices qui demandent beaucoup d'argent pour être restaurés. Donc, déjà en partant de sauver ces bâtiments-là, c'est un très grand côté positif. Puis au niveau des régions, j'avais une petite information peut-être quand on parlait de 17 musées, 17 régions, 17 espaces bleus, c'est-à-dire pour la Gaspésie, c'est la région Gaspésie, les îles de la Madeleine. Alors là, il y avait une petite difficulté, je dirais, pour le musée de la civilisation. C'est un nouveau défi pour eux. Joindre les îles de la Madeleine avec la Gaspésie, ça a été des belles discussions dans la rencontre parce que c'est pas vraiment la même région finalement. On en fait une région administrative, mais c'est très loin. Là. On prend pas, comme on a expliqué un peu, il n'y a pas de pont entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Sinon, on prend l'avion, sinon on traverse les deux provinces au Nouveau-Brunswick pour s'y rendre. Alors, il y a comme une décision qui s'est prise en décidant que c'était une région et un espace bleu. Alors là, il faudra voir ce que ça deviendra finalement. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a en tout cas émis beaucoup d'hypothèses et on a eu beaucoup de suggestions, beaucoup de réflexions. Je pense qu'il y a une chance que ce soit une situation gagnante-gagnante. En tout cas, on a trouvé plein d'avenues pour y arriver. Donc, on va clore la conversation ici parce qu'il est déjà presque 1h10 et on va y aller avec les questions. Je pense que... Oui, alors, je reprends en termes d'organisation. Donc, en fait, la question apparemment abordée aujourd'hui soulève beaucoup d'intérêt puisque entre le présentiel et la distance, il y a quand même à peu près 60 participants à la table ronde. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de remarques et des questions qui se sont déjà affichées. Alors, je propose que plutôt que de lire les commentaires ou les questions, je propose à ce que ce soit en présentiel ou à distance, vous manifestiez pour
intervenir, poser des questions à tous les intervenants. Donc, vous pouvez lever la main et puis, pour ceux qui sont à distance, et puis, donc Marie-France va continuer l'animation et vous donner la parole. Et aussi en présentiel, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Voilà. Donc, Marie-France, voilà pour les modalités, vous continuez. D'accord. Alors, est-ce que, on va commencer dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour. Je peux partir dedans, s'il vous plaît. Oui, Est-ce que oui. vous pouvez vous présenter, Oui, bien s'il vous sûr. plaît? Je suis Jean-Pierre Bernard. Je suis l'administrateur du site Facebook Sauvons la Villa Frédéric James. La réflexion sur la Villa Frédéric James, dans mon cas, remonte à un an. Donc, le site a été fait. J'ai fait une approche citoyenne pour mettre un peu de l'équateur dans les vies. Il semblerait que mes posts ont amené finalement la direction de l'Université Laval à vouloir se débarrasser de cette épine dans le pied qui était la Villa Frédéric James. C'est une impression qu'on m'a laissé entendre. La question que je pose, parce que Louise a bien souligné tout à l'heure la question des lieux patrimoniaux, est-ce que l'espace, parce que l'espace bleu en Gaspésie semble ressortir beaucoup dans le devoir il y a 2 semaines, on en a parlé, ainsi de suite. Est-ce que finalement, le fait de sauver ce lieu-là, qui n'a aucune collection, je tiens à le dire, à l'intérieur, c'est purement architectural. J'ai écrit sur l'histoire, ça date du début, du milieu du 19e siècle, avec une maison reprise par un peintre qui avait finalement, un homme qui n'avait pas payé ses taxes, et l'atelier a été créé à partir de ce moment-là. Est-ce que le fait de sauver un immeuble patrimonial de la fin du 19e siècle justifie finalement l'installation de l'espace bleu? Et ma deuxième partie de question, parce que Guy parlait finalement de le cannibalisme des clientèles, dans le cas de Percé, tout le monde, c'est un goulot d'étranglement. On a entre 100 000 et 200 000 personnes qui se rendent à Percé. Est-ce que finalement, ça ne serait pas quelque chose à récupérer par rapport à cet espace? Un de vous deux pourrait répondre à mes 2 interrogations. Oui. Oui, tu as une idée là-dessus? Attendez, oui, je suis branchée. La Villa Frédéric James, c'est sûr que c'est intéressant de la sauver. Est-ce qu'il y a assez de... Votre deuxième question, c'est parce que là, je n'entendais pas très bien avec le masque devant le visage. Là, je comprends à peu près la moitié de la question. Votre deuxième question. Votre deuxième partie, est-ce que c'était bien? Est-ce que la... Oui, vous avez parlé de la question de cannibaliser, toutes les clientèles. On parle du musée finalement de la Gaspésie, qu'on parle du site du banc de pêche, qu'on parle de Maison Le Boutier, de tous nos 5 musées. C'est évidemment, on ne veut pas ça, mais le fait finalement que plein de touristes se dirigent vers Percé l'été, est-ce que le fait d'avoir un espace bleu complètement à Percé pourrait finalement récupérer une partie de cette clientèle-là qui échappe peut-être aux 5 grands musées à certains moments? C'est possible. C'est possible. C'est très certain qu'il y a sûrement des gens qui vont à Percé seulement et qui n'ont pas visité le musée du tout. Donc, ça sera une occasion pour eux, si c'est un musée, un espace, un lieu d'exposition, ils pourront visiter quelque chose. Quand on parlait de cannibalisme, c'était surtout au niveau du temps du visiteur, parce qu'un touriste qui fait le tour de Gaspésie le fait généralement en dedans d'une semaine. Des fois, il y a des gens qui font ça en 3 jours. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils font tour et s'ils ont 1 heure pour visiter des choses ou un avant-midi, ils vont visiter des choses culturelles si ça les intéresse, mais ils ont un temps limité. Donc, oui, c'est possible s'ils visitent Percé, qu'ils ne se rendent pas au musée de la Gaspésie, ne se rendent pas au site historique national de Passepébiac parce qu'ils vont dire on n'a plus le temps, tout simplement. Mais effectivement, peut-être que l'espace bleu deviendra un lieu qui va retourner ces gens-là vers les autres lieux. C'est toujours difficile à analyser avant ce que sera l'impact quand on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Est-ce qu'il y a des mains levées? Derrière, j'en avais une pendant que la caméra est tournée vers ici. Juste peut-être enlever ton masque et t'identifier. Okay, merci. Je suis Mathieu Lapoche, je suis étudiant à maîtrise en développement du tourisme américain. Moi, j'ai une question par rapport, bien entendu, outre les musées comme tels, est-ce qu'il y a des services touristiques qui sont envisagés
aider à la pérennité des différents espaces bleus qui vont être développés. Donc, on parle bien de musée, mais il y a quelque chose d'autre qui peut être du cas par cas, dépendant de la situation géographique, du contexte, de la localité. Comment ça se prête pour développer justement quelque chose autour pour soutenir l'installation, culturelle. l'implantation des espaces bleus. Je pense que oui. Hein, déjà, d'ailleurs, dans les consultations que le musée de la civilisation fait auprès du milieu, il met les ADR, les associations touristiques régionales aussi dans le coup. Mais je pense que les musées en général, hein, que espace bleu ou pas espace bleu, les musées en général ont compris depuis longtemps qu'ils sont des lieux touristiques et que c'était fait partie de leur clientèle évidente. Et donc, ils font des efforts très grands pour répondre aux besoins et s'inscrire dans ce mouvement-là. Je pense qu'il y a une vraie sensibilité là. Je dirais que après, le milieu touristique ne reconnaît pas toujours les musées, lui, à l'inverse, comme étant des lieux porteurs. Or, on sait de toute façon que le tourisme culturel, c'est le tourisme le plus payant pour une ville. Il dépense 3 fois plus qu'un touriste régulier. Un touriste culturel qui vient à Montréal ou à Québec, on sait qu'il va aller dans des hôtels, qu'il va aller dans des restaurants. Alors qu'il y a des touristes qui vont voyager, qui vont arriver dans votre ville, qui vont aller faire 2 McDo et puis on va repartir. Donc, c'est pas un touriste très payant pour la communauté. Alors, les touristes culturels sont les touristes les plus payants. Donc, les musées ont un rôle évidemment très important. Pour répondre à votre question tout à l'heure sur la maison, je pense qu'on peut sauver les maisons autrement que par les espaces bleus. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qui sont sauvés. Et donc, là, on bénéficie tout de même de 200 millions, parce que j'enlève celui qui va au musée du séminaire, 200 millions pour en sauver quelques-unes. Donc, ça, c'est bénéfique. Maintenant, est-ce que c'est toujours compatible et comment on va définir le contenu de ces maisons-là? Quel rôle elles vont jouer? C'est le travail qui reste à faire, à mon avis. Et ça, c'est flou. C'est une partie très, très floue. Les réponses qui ont été données en conférence de presse étaient même à contre-courant. Donc, il faut oublier ça. M. Legault n'est pas un spécialiste de musée. M. Legault, il a une bonne volonté de donner 200 millions pour le patrimoine, d'expliquer c'est quoi un musée. Pour lui, il est encore dans l'image traditionnelle qu'un musée égale poussiéreux, qu'un musée. Et là, je trouve ça absolument extraordinaire qu'il faut inventer un nouveau mot, espace bleu, pour définir un lieu d'interprétation historique. Oui, on voit ça un peu partout. Hein, oui, c'est absolument. Moi, je peux vous dire que moi-même, à Lyon, quand j'ai fait le musée des Confluences, j'ai eu beaucoup de pression pour appeler ça musée. Plus je me bats pour que ce soit garder le mot musée, que je trouve que c'est un joli mot musée. C'est l'appellation contrôlée. Oui, mais on a des futuroscopes, des machins, des trucs un peu partout. Là. Donc, pour inscrire ça théoriquement dans la modernité. Donc, la difficulté, à mon avis, n'est pas tellement la difficulté, même de la concurrence entre institutions, repose sur la qualité de votre produit, hein, sur la qualité de ce que vous présentez et si la qualité du. C'est parce que c'est historique que c'est visité, là. Il faut donc qu'il y ait une qualité de médiation, d'interprétation, de contenu, et c'est ça qui va faire la différence, que les gens vont venir parce que ça va se savoir. Moi je n'ai pas tellement, honnêtement, en lieu culturel, je n'ai pas tellement peur de la concurrence. Je n'ai pas tellement peur de ça. Parce que plus il y en a, plus les gens le visitent, mais à une condition de base, il faut que ce soit quelque chose de qualité. Donc, moi, lorsque le musée de la civilisation a été créé, c'était la panique, hein, aussi. C'est incroyable, mais non. Il y a plus de monde. Il y a eu plus de monde Il y a eu plus de monde. Il y a plus de monde dans les musées en général, parce qu'ils vont là, ils vont comparer après et tout. Mais si on pourrait revenir tout à l'heure, de toute façon, ce problème de concurrence, il se présente sur d'autres façons. Il y a une étude qui a été faite à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur les publics et les non-publics. Et pourquoi les gens de Trois-Rivières ne fréquentent pas nécessairement les institutions de Trois-Rivières, mais ils vont parfois plus à Montréal et à Québec, parce que leurs préférences sont plus à Montréal et à Québec. Il y a une très belle étude qui a été faite à Trois-Rivières là-dessus. Je vais peut-être revenir sur la concurrence. J'aurais une question pour Louise. Vous avez parlé, Louise, des
des 5 musées, de la concurrence que pourrait créer l'espace bleu. Vous n'avez jamais évoqué Forion, et c'est pourtant l'institution muséale la plus importante de la Gaspésie, là, en termes d'investissement par le gouvernement fédéral. Comment ça se passe? Quelles sont les relations avec Forion et Ça le va réseau? bien. Parce que dans notre, vous voyez, oui, dans notre réseau des 5. Oui. Ah, oups, j'avais perdu mon micro. J'ai dit, dans les relations avec Forion, ça va bien. Par contre, ils ne font pas partie de notre réseau des 5 musées parce qu'on est regroupés, les 5 qui travaillons ensemble et financés par le ministère de la Culture. Forion est un parc fédéral et il n'est pas les mêmes fonctionnements nécessairement. Mais on sait que Forion est un compétiteur, entre guillemets. C'est sûr que les gens qui vont à Forion, s'ils passent une semaine dans le parc, mais ce n'est pas le même genre de clientèle. On n'a pas la même... tu sais, compétition, c'est toujours relatif. C'est toujours un peu, comme disait M. Côté, effectivement, plus qu'il y a de musées, plus qu'il y a de lieux à visiter, plus qu'il y a de gens qui vont venir. Mais dans des régions, parfois, il y a un maximum de gens qui se déplacent vers une région. Je ne suis pas certaine, moi, qu'un espace de plus va attirer 100 000 visiteurs de plus en Gaspésie. Ça a toujours une petite compétition. La compétition, pour moi, elle n'est peut-être pas au niveau du nombre de visiteurs ou du nombre de personnes qu'on va attirer. Je la crains plus à long terme au niveau du financement, qui peut-être ne sera pas coupé, mais ne veut pas dire qu'il va monter, qui revient un peu au même au niveau à long terme. C'est à suivre, je dirais. C'est à prendre en considération, mais c'est toujours un peu embêtant où est-ce qu'on s'en va. C'est des politiques qui sortent et on ne sait pas où on s'en va nécessairement. Et c'est un peu normal que les gens soient un peu inquiets quand on regarde la situation dans l'ensemble des musées au Québec qui sont sous-financés. Donc, c'est sûr que des nouveaux de plus, ben, ça se pose la question où on va prendre l'argent pour payer tout ce monde-là. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'on a compris, c'est que ce n'était pas une enveloppe budgétaire qui était destinée à la culture, mais ça vient plutôt d'une volonté politique. C'est de l'argent qui n'aurait jamais été investi dans le réseau. Dans le réseau muséal, Dans le réseau en général, muséal, non. mais C'est on vraiment a- une autre enveloppe. Mais on n'a pas la réponse sur le Non. fonctionnement à long terme. Non, Non, c'est ça, on ne sait pas. C'est Encore. ça, c'est une enveloppe nouvelle pour l'instant, mais qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, on ne le sait pas. C'est ça. Peut-être, Annalou, tu peux-tu regarder s'il y a des questions que tu pourrais nous lire? Oui, alors nous avons une question de Katharina Niemeyer, professeure à l'UQAM, qui nous écrit: j'ai des travaux chez moi, donc cela sera perturbant pour la qualité du son. J'espère que ma question ne répète pas trop ce qui a été dit. J'ai dû me déconnecter durant quelques minutes. J'ai une question pour l'ensemble des participantes. Tu peux lui donner la parole. Directement. Je peux Katharina. Oui. piqueur derrière moi, éventuellement, comme vous voulez. Je pense que là, ça s'est arrêté. Attendez, On l'entend? Oui, on t'entend bien. je n'arrive pas à démarrer la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais donc dire ma question. Pourvu qu'on entende la question, c'est bien. Allez-y avec Ouais. votre question. Oui, vous avez mentionné des mémoires oubliées ou même des mémoires dont on ne sait pas encore qu'elles étaient oubliées. Donc, comment voyez-vous donc l'importance de l'intégration renforcée des mémoires régionales vulnérables, minorités, autochtones et autres dans les paysages des musées en région? C'est eux qui Les minorités. C'est une belle question. Je fais la distinction entre les autochtones et, vous permettrez. Au cours des dernières années, les autochtones eux-mêmes se sont dotés d'outils importants pour la diffusion de leur propre culture et pour les musées, les maisons de transmission de la connaissance. Donc, il y a eu un véritable développement. Et je pense que dans beaucoup de régions, on est sensible aussi à cette réalité autochtone. Les minorités, maintenant, il faut définir qu'est-ce qu'on veut dire par minorité. Probablement que minorité à Montréal n'a pas le même sens que minorité ailleurs qu'à Montréal. Mais tout à fait. Mais il y a des groupes sociaux qui ont été peut-être négligés. Moi, je pense toujours aux travailleurs. C'est évident qu'il y a des pays qui se sont dotés, par exemple, de la musique du travail.
il y a des choses qui existent. Hein. Si vous allez à Trois-Rivières, dans une ancienne usine, on a remis en valeur effectivement le travail et les travailleurs. Borealis, oui, et donc, ça existe, mais il y a encore des sous-groupes qui n'existent pas. Mais chaque région, je pense, essaie de mettre en valeur la réalité de sa région. Et pour les Autochtones, l'intérêt, c'est qu'eux-mêmes se sont dotés aussi d'outils. D'ailleurs, de très beaux outils entre nous, mais sur le plan architectural, pour pouvoir traiter de leur culture. D'autres questions en ligne? Est-ce que tu vois quelque chose, Annalou? J'avais vu des questions, des réflexions de Louis-Antoine Blanchet. Louis-Antoine, est-ce qu'il est encore là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Louis-Antoine, si tu es là? Oui, je suis là, oui. Salut Louis-Antoine, tu avais des questions? Oui, en fait, j'avais une question. Point. En fait, bon, je le mentionnais là, dans les commentaires. Je suis désolé, ma caméra ne fonctionne pas en passant. J'ai souvent ce problème récemment, donc je devrais me contenter de ma voix. En Outaouais, je le mentionnais là, dans les commentaires, il n'y a pas en ce moment de musée régional. L'Outaouais, il y a une démarche là, qui est en cours, qui est portée par l'organisme que je dirige depuis 4 ans, là, qui est né d'une démarche de concertation avec le milieu. Donc, c'est un musée c'est un projet projet muséal, projet culturel qui naît vraiment d'une démarche de concertation dans laquelle des besoins assez spécifiques ont été exprimés. Et là, il y a l'Espace Bleu qui arrive. L'Outaouais a été nommé comme étant une des régions prioritaires pour l'arrivée d'un Espace Bleu. Donc, évidemment, nous, ça nous bouscule un peu. Et moi, la question je trouve intéressant d'ailleurs qu'on voit ça, qu'on envisage l'arrimage, qu'on voit l'arrimage en 2 démarches de façon positive. C'est notre avis aussi en Outaouais que ça serait dans notre intérêt de marcher dans la même direction, comme on dit, plutôt que d'essayer de se faire compétition, pour ainsi dire. Ma question, c'est est-ce que l'arrivée des espaces bleus en région ne risque pas de forcer à terme le ministère de la Culture à mieux définir ou encadrer ce qu'est un musée régional? Parce qu'en ce moment, au ministère de la Culture, c'est pas le gouvernement du Québec, il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un musée régional, c'est pas encadré de la même façon qu'un musée national, par exemple, est clairement défini dans la loi sur les musées du Québec. Donc, est-ce que ça ne risque pas d'avoir ça pour effet éventuellement de forcer un peu le ministère à mieux définir ce qu'est un musée régional, ce que constitue un musée régional? Est-ce que c'est même Est-ce que c'est ma question peut-être qui me vient en tête en ce moment? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Antoine, est-ce que vous savez, ça va être où votre espace bleu? Est-ce que ça a été annoncé ou si c'est encore de la rumeur qui court? C'est de l'ordre de la rumeur qui court, je dirais. On a une bonne idée d'où ça pourrait être. On a une bonne idée de l'emplacement et de l'édifice qui est visé, mais il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite encore. Là. On a eu quand même des discussions avec des représentants du Musée de la civilisation et de la direction régionale du ministère de la Culture, mais c'est encore de l'ordre de la rumeur qui court, je dirais. OK. Donc, Louis-Antoine est en processus. Oui. Moi, je suis avec attention ce processus-là. Effectivement, ça peut déranger quand on est en train de... Ça oblige à réfléchir. Ça oblige, hein? Non, mais je pense que tout le monde est confronté à ça. Je pense que le Musée de la civilisation et le ministère de la Culture est confronté à ça. Il est obligé de réfléchir aussi un peu en une annonce, de l'argent et d'objectifs, mais qui n'est pas très bien défini, quoi. Hein? Qui n'est pas défini. De toute façon, un espace bleu, ça ne veut strictement rien dire. Et qui, même dans l'annonce, était à contre-courant de la pensée des musées. Un musée, c'est un lieu de connaissance, de réflexion, mais c'est aussi un lieu critique. Alors, quand on le présente uniquement comme un lieu de fierté nationale pour revaloriser, j'ai comme un doute, moi. L'objectif d'un musée, c'est de tenir un discours critique, quoi, avec rigueur et évolutif. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup à définir sur c'est quoi le contenu d'un espace bleu. Mais on l'aura. Là, il faut définir le sujet. Après ça, il faut définir comment il s'articule effectivement avec le milieu. Ça peut être. Vous avez raison de dire que c'est une belle occasion
de réfléchir, mais c'est une belle occasion de réfléchir aussi, de distinguer, parce qu'un espace bleu peut être situé dans l'Outaouais, à Baie-Saint-Paul ou en Gaspésie, mais avoir un mandat qui est national, hein, qui n'est pas nécessairement purement régional. Alors, comment elle va s'inscrire entre un mandat qu'un musée qui voudrait présenter la réalité régionale avec un espace bleu qui se donnerait un mandat qui est beaucoup plus national? Belle question. Louis-Antoine, Louise nous disait tantôt qu'en Gaspésie, il y avait eu quand même concertation avec d'autres, entre les musées. Est-ce que chez vous, il y a ça aussi? Parce que je sais qu'il y a plusieurs organismes qui sont partie prenante de votre projet de musée. Est-ce qu'il y a là aussi une concertation puis une position qui est en train de se définir? Oui, en fait, le projet de musée, la démarche de création de musée régional, devrais-je dire, en Outaouais, est vraiment née d'une démarche de concertation d'abord. Donc, c'est la toute première chose que le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais a fait, c'est de faire une tournée de la région, donc une tournée de concertation en Outaouais, pour aller rencontrer des organismes en patrimoine. Donc, ça inclut des musées, des sociétés d'archives, des centres d'archives, plutôt des sociétés d'histoire, pour déjà poser la question, s'il y avait un musée régional en Outaouais, à quels besoins ce musée-là devrait-il répondre? Et c'est une démarche qui a duré environ 2 ans, donc de 2016 à 2018. Et les besoins qui ont été exprimés, les observations, les commentaires qui ont été exprimés lors de ces rencontres et de cette démarche ont vraiment défini le projet comme tel. Donc, le projet qu'on porte aujourd'hui et qui est en train de se faire là, lentement mais sûrement, qui prendra encore plusieurs années, là, mais bon, au moins on avance dans la bonne direction. C'est vraiment à l'image des besoins et des recommandations qui ont été exprimées par la communauté et on s'assure dans tout le processus de toujours être très transparent avec la communauté. Je donne un exemple. Le musée vient d'être incorporé, donc le musée régional a ses lettres patentes, c'est incorporé en organisme à but non lucratif. On est présentement à rédiger les règlements généraux du nouveau musée et à organiser l'Assemblée générale. Et durant tout le processus, on ouvre la porte à la communauté en patrimoine, principalement aux membres du réseau, pour nous faire part de leurs commentaires ou de leurs observations sur les règlements généraux, sur la mission du musée. Ils seront tous invités à la première Assemblée générale de fondation du musée là, qui a lieu dans quelques semaines. Et dans tout le processus de création et de constitution du musée, la communauté est impliquée. Donc, c'est sûr que ça impose une certaine, je ne veux pas dire lenteur, mais c'est sûr qu'on ne peut pas toujours aller aussi vite qu'on le voudrait, mais ça nous assure d'avoir un musée qui est à l'image des besoins de la communauté. Parce qu'il faut dire que ça fait 50 ans qu'on l'attend, ce musée-là en Outaouais. C'est la 5e tentative de création de musée régional qu'on porte. Donc, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment le droit de se tromper, comme on dit. Donc, je vous dirais que la concertation, pour faire une réponse courte, c'est vraiment c'est la pierre angulaire de ce projet-là depuis le début. Ah, mais c'est la bonne cette fois-ci, Louis-Antoine, c'est la bonne. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Il y a Louise qui voulait qui avait un commentaire. Vas-y, Louise. Oui, ben, j'avais une question pour le monsieur de l'Outaouais, que malheureusement, j'ai raté votre nom. Étant donné que vous êtes en processus pour faire un musée régional, est-ce que dans votre approche, on parlait de gouvernance tout à l'heure, est-ce que gérer l'espace bleu serait dans vos objectifs? Ce n'est pas un objectif, mais il y a des discussions, disons, informelles qui ont eu lieu déjà pour au moins envisager peut-être un arrimage des démarches. La mécanique de la chose resterait à définir, là, mais il y a une intention claire de ne pas se nuire mutuellement qui a été énoncée du moins. Je pense que les élus dans la région, le caucus régional du gouvernement, entre autres, est très conscient du fait qu'il y avait déjà une démarche en cours lorsque l'annonce des espaces bleus a été faite. Le projet de musée régional avait déjà été énoncé comme un projet régional prioritaire par les élus et par le ministère de la Culture. Donc, je pense qu'il y a une volonté claire de ne pas se nuire, mais c'est sûr que il y a une très grande différence entre un projet qui arrive de haut, comme l'Espace Bleu, et un projet qui arrive de la base, comme le projet de musée régional. Donc, comment cet arrimage-là peut être possible et puis comment ça va se traduire, comment une collaboration éventuelle entre les deux institutions
va se traduire dans un avenir approché, ça reste encore difficile à dire. Je pense que là où on pourra collaborer, comme les espaces bleus n'auront pas nécessairement comme mission de gérer ou de collectionner, gérer des collections, de collectionner, alors que le musée régional aura ça dans sa mission. Je pense que ça, c'est un terrain de collaboration qui pourrait être intéressant. Si l'espace bleu veut mettre en valeur les collections de la région, à ce moment-là, le musée régional serait bien positionné pour devenir un partenaire intéressant. Mais ça reste, c'est ça, ça reste dur à définir, ça reste difficile à définir encore, mais je ne pense pas que le musée régional deviendrait gestionnaire de l'espace bleu, très honnêtement. Je pense que ça va rester pas sous le joug, mais sous la gestion plutôt du musée de la civilisation. Puis je pense qu'on s'enlignerait plutôt vers une collaboration entre les deux institutions, mais pas une gestion, une co-gestion. Merci. D'autres commentaires? Est-ce qu'on voit quelque chose dans la salle? Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y avait en ligne, je pense, qui voulait poser une question. J'avais des questionnements. Vous êtes toujours là? Monsieur Dubé? Philippe. Philippe Dubé, est-ce que vous êtes toujours en ligne? On vous permet d'ouvrir votre micro. Non, monsieur, il n'est plus là. Oui, Philippe Dubé. Est-ce qu'on voit sa question? Non. La question était, si on comprend bien, du montant global, 259 millions de dollars, le MCQ en retient 59 millions pour la gestion du programme et le développement de son EB sur le site du séminaire de Québec. C'est donc dire que 200 millions seront partagés entre les institutions, c'est-à-dire 16,5 millions par projet régional, autant pour restaurer l'édifice en question que pour en faire une espèce culturelle. Que dire maintenant du budget de fonctionnement à moyen et long terme? Ça, c'est C'est ça. la question qu'on posait. C'est la question qu'on posait. Et je ne suis pas sûre qu'on va le diviser en 17 comme ça, de façon de part égale. Non, mais il faut donc dire que 200 millions, ce n'est pas beaucoup. Parce pour que pour restaurer des lieux, il y a des lieux qui ça va coûter beaucoup plus cher qu'1 million. Donc, il y a un coût énorme. Puis après, la question est toujours ça. Je me dis à la blague qu'on devrait même faire passer une résolution sur le fait que ces espaces-là ne seront pas vendus ensuite au privé. Ne seront pas vendus ensuite au privé parce qu'on ne sera pas capable de les gérer. Ah, c'est peut-être quelque chose qu'il faut rajouter. Il faudrait mettre ça dans les règlements, ce qui fait qu'on éviterait d'autres maisons chevalières. Absolument. C'est ça fait penser à la chose. Oui, bien que dans le cas de la... C'est ça. Oui, vous avez raison, tout à fait. Il ne faut pas partir là-dessus. Non, on ne va pas là-dessus. Alors, est-ce que s'il n'y avait plus de commentaires? Non, là, on n'en voit pas. Et dans la salle non plus. Alors, en conclusion, je pense qu'on a mis la table pour la prochaine rencontre parce qu'on a soulevé, on a amené beaucoup de propositions intéressantes. On a vu aussi dans le milieu, je pense que déjà, il y avait en ligne des gens très proches. Louise, surtout aussi, qui est avec nous, qui vit présentement la consultation. Donc, je pense qu'on y est allé avec des bonnes idées, des bons instincts aussi, parce qu'on a supposé certaines choses et avec ce qu'on sait des musées et tout ça. Donc, je voudrais remercier les gens qui étaient là. Louise, qui était en direct de Passepébiac ou en direct de Percé. Ah, non, en direct de chez moi, c'est pas même pas le même endroit. Bon, alors, on va dire en direct de la Gaspésie. On va dire ça. C'est ça. Et Yves et Yves Bergeron et Michel Côté, merci beaucoup. Et puis, on les invite à la prochaine. Absolument. Merci beaucoup, Marie-France. On aura peut-être des réponses à la prochaine. Absolument. Merci, Marie-France, pour votre animation, toutes vos questions. C'est sûr qu'on a soulevé énormément de questions. Je pense qu'on va tous se retrouver vers le mois de février. Vous recevrez l'information pour la prochaine conférence avec Madame Baz, où on avait déjà évoqué justement la question
peut-être exposer c'est quoi l'espace bleu, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'on aura d'ici là des réponses. Auparavant, on aura est déjà programmé le 2 décembre une conférence, une table ronde aussi sur le patrimoine culturel immatériel. Donc, le patrimoine culturel immatériel, à quoi ça sert. Donc, on vous attend aussi pour le 2 décembre, avant de vous retrouver donc en janvier et février sur les espaces bleus. Et puis, encore une fois, merci à tous les intervenants de votre disponibilité et de l'intérêt et de ces questions et des riches échanges qui ont pu avoir lieu.